bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors pour terminer la semaine, une émission exceptionnelle, si vous saviez comme ça sent bon. Sur ce plateau et pour cause, on va vous parler du premier concours culinaire napoléonien. Dans une semaine, les jeunes chefs cuisiniers de demain vont s'affronter sur les mets culinaires d'hier. Comprenez, ils vont devoir réaliser les plats préférés de Napoléon. Et pour en parler, Cécile Bianc et Philippe Perfettini sont nos invités. Sans oublier Marina et les chefs qui sont côté cuisine, qui savent faire depuis tout à l'heure. Salut Marina, bonjour. Salut les chefs. Bonjour, vous avez bien avancé. Hein. On a très bien avancé, ça sent bon, vous avez raison. Et d'ailleurs, Jean-François, vous nous direz, on en est où exactement? Il nous reste une étape cruciale là. Après la découpe du poulet, donc là, j'ai mis du safran dessus, sel, poivre, et je vais l'enfourner pour 20 minutes de cuisson. Quelle température? 180 degrés. Très bien. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Et ça mijote, hein? Ça mijote un peu, mais on compte bien déguster, hein, chef. Ouais. On compte sur vous pour manger d'ici la fin de l'émission. Allez, on poursuit le sommaire. Florian, vous allez faire une petite rétrospective et nous parler des anecdotes sur les plats les plus populaires qu'on adore encore manger aujourd'hui. Et oui, et puis on va solliciter nos invités d'ailleurs durant cette chronique. On va les faire jouer un petit peu. On va solliciter tout le monde aujourd'hui. Mathé, vous allez nous parler des rumeurs sur Napoléon et vous allez donc tester nos invités. Et oui, on teste souvent nos invités en ce moment. Donc, on va tester un peu les connaissances. On met tout le monde à contribution. Ouais, c'est ça. Avec une espèce de vrai-faux. Attention, il va raconter beaucoup de bêtises. Enfin, à 13h, un petit peu de sérieux. Comment améliorer l'accompagnement des cadres demandeurs d'emploi en région? C'est une catégorie socio-professionnelle qui demande un accompagnement particulier. On va en parler avec Jean-Marie Marcage. Il est directeur des opérations à Pôle emploi. Si vous voulez réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'est affiché ou alors on écrit sur Facebook. Sans oublier le récap de Davia Bourgeois puisque c'est la fin de semaine. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour la dernière émission de la semaine. Alors, vous en êtes où? Dites-nous. Jean-François, on a fait quelque chose d'intéressant, c'est simple. Alors, en plus, qui embaume le plateau, vous avez déglacé. Je continue donc la confection du fond de volaille et de langoustine. Une fois que les carcasses et que la garniture aromatique a bien sué, j'ai déglacé au vin blanc. Je laisse bien réduire. J'ai rajouté le concentré tomate. OK. L'anis étoilé, donc la badiane. La badiane. Donc ça donne un goût anisé. Ça parfume vraiment, oui. J'ai mis des gousses d'ail en chemise. Ça veut dire qu'on garde donc pour la récupérer après. On la récupère après. Donc de l'estragon, du thym frais et du laurier sec. Il y avait beaucoup de parfums. Jean-Louis, toi, tu continues la découpe des petits légumes. Là, tu es sur quoi? Les petits oignons grelots ou c'est des échalotes? Il n'a pas de micro. Il peut pas. Il parle dans le mien. Parle dans le mien. Ça, c'est des oignons grelots. Voilà, des oignons grelots. C'est juste. La garniture. L'accompagnement. Ok, parfait. On a mis aussi des cuisses au four, c'est ça? Le poulet, il est au four, il cuit. Là, je mouille avec de l'eau. Allez. Et après, il faut laisser mijoter combien? Il faut laisser mijoter une demi-heure à peu près. Minimum une demi-heure. Si vous êtes d'accord, on va vous laisser travailler tranquillement. Et puis on reviendra vous voir tout au long de l'émission. Alors pourquoi aujourd'hui la cuisine s'est invitée dans Prima INSEM? Cécile et Philippe, bienvenue à tous les deux. Alors on va faire les présentations. Cécile Bianc, vous êtes chef de service à la CAPA. Et Philippe Perfettini, vous êtes animateur du patrimoine à la ville d'Ajaccio. Vendredi prochain aura donc lieu le premier concours culinaire qui est dédié à la gastronomie napoléonienne. Comment ça va se passer? Eh bien, comment ça va se passer? Alors, au démarrage, à 8h du matin, les apprentis du CFA, de la Chambre des métiers et puis les stagiaires de l'AFPA vont venir sur le plateau de l'AFPA au Yolanda. À partir de là, ils vont être encadrés par leur chef. Ils vont réaliser les 3 plats qui leur sont soumis et sur lesquels ils s'entraînent depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment comme ce qui se passe maintenant en cuisine. Hein. Tout à fait. Voilà, sauf qu'il y a également une entrée et un dessert. Donc on va en parler, ça se corse. Voilà. Ils vont donc du coup devoir réaliser les choses dans les temps, comme dans un vrai restaurant. Et ensuite, donc à midi, leur plat va être proposé donc au jury pour dégustation, pour pouvoir après pouvoir les noter et choisir la meilleure assiette. D'accord. Alors, il va falloir nous raconter comment est né le projet. Pourquoi les plats, la gastronomie napoléonienne dans un concours de cuisine aujourd'hui? Alors, au démarrage, c'est un petit peu l'envie de travailler ensemble entre sa passion, qu'on ne présente plus, sa mission, et puis au niveau de l'agglo, moi, c'est vrai que je m'occupe plus du développement économique rural, sur la promotion un petit peu de tout ce qui est savoir-faire, l'agricole, la valorisation de notre territoire. Et donc, bon, en réfléchissant, on s'est dit, tiens, si on proposait un concours de cuisine après tout. Il fallait marier l'histoire, la gastronomie et le terroir.
Tout à fait. C'est le challenge. On a été suivis par nos élus, notamment par Rosemary Otave et monsieur Arézieux, qui nous ont dit banco, allez-y. Donc on est allé voir tous les partenaires qui ont aussi accepté très volontiers le concours. Enfin, ça s'est pas fait en claquant des doigts non plus. Il a fallu travailler un petit peu. Il a fallu travailler un petit peu, mais on a eu un écho. Oui, on a eu un écho favorable vraiment de suite de tous les partenaires, que ça soit aussi. Parce que la logistique est là, avec Cécile, représentée par Cécile, qui a accompagné, porté le projet, mais il fallait quand même qu'il y ait la dimension historique. Oui, mais c'était facile. De toute façon, ça part effectivement d'une envie de travailler ensemble et associer l'histoire de Napoléon, la volonté de la commune d'Ajaccio de mettre en valeur ce patrimoine et de l'associer avec les savoir-faire du territoire, allons-y. Et puis le troisième acteur, forcément, c'était la Chambre des métiers et l'AFPA. Il fallait aussi qu'ils acceptent de jouer le jeu. Mais ça a été illico. Enfin, je veux dire, pour eux, franchement, c'est... Même pas peur. Non. Napoléon, ils nous ont vraiment bien aidés. Puis d'ailleurs, vous voyez bien que le chef est là, est présent, et on a pu vraiment réaliser les choses... Ah bah oui, allez-y, dites-nous où vous en êtes. On avance, parce que bon, on est sur le pain de mie. Il nous sert à quoi le pain de mie C'est un petit couton qui sert de présentation après pour la finition sur le plat. On va le dorer. On va le poêler légèrement avec un peu d'huile d'olive et du beurre et on le mettra sur l'assiette. Et oui, parce qu'il a associé le chef pour ce plat, l'huile d'olive et le beurre. Et comme je suis la voix de Jean-Louis, lui, il a donc épluché, il est en train de découper le panais et les carottes jaunes, donc un peu les légumes oubliés qui reviennent en force maintenant. Ça mijote de l'autre côté. Il nous manque quoi, 10 minutes, un quart d'heure pour... Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Un quart d'heure. Bon, les champignons de Paris. Oui, on se retrouve, vous inquiétez pas, vous allez manger, hein, tout le monde entier. On s'inquiète quand même. Oui, je vois ça. Avancez, hein. On va pas nous la faire à l'envers. Donc l'idée, comme le disait Marina, elle parle de légumes oubliés. Mais c'est vrai qu'il faut montrer une transversalité entre l'histoire et la gastronomie. Et c'était aussi une façon de valoriser, à mon avis, Napoléon. C'est pas forcément évident, hein, la gastronomie et Napoléon. Alors si, justement, la période napoléonienne, c'est une révolution dans tous les domaines, y compris le domaine de la gastronomie, puisque le mot a été inventé à ce moment-là. Ah. Voilà. Et alors, comme on disait tout à l'heure, pourquoi ne pas se servir de cette grande histoire, des faits marquants de l'histoire européenne, pour se les réapproprier au niveau local et faire travailler des artisans, des producteurs et des chefs. C'est bien de valoriser Napoléon à Ajaccio, tout de même. Alors, quels sont les plats qui ont été choisis ? Alors, l'œuf poché impérial pour l'entrée. Ensuite, donc, le poulet marengo aux écrevisses. Et enfin, le baba au rhum avec du brooch et une liqueur de cédra. Pourquoi ces trois-là ? Alors là, on a utilisé ça. Pourquoi on a choisi ça ? Avec les chefs, tout simplement par rapport aux difficultés qu'ils pouvaient donner à la fois à leurs stagiaires et à leurs apprentis. Et puis, ils ont pioché aussi dans un vieux livre de cuisine qu'on a trouvé. On a regardé. Un grimoire. Le grimoire, oui. Où il y avait énormément de recettes. Et puis, celle-ci leur semblait correspondre. Ouais. Ça a vraiment été un travail de concert pour choisir les plats. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer la DRAF aussi, qui nous soutient financièrement dans l'opération. Mais l'épreuve culinaire, elle est chronométrée ? Oui, parce qu'ils arrivent à 8h et à midi, ils doivent servir et puis ils doivent servir à température. Hein. Top chef. Tout à fait, c'est un petit peu le top chef ajaccien, tout à fait. C'est ça. Top chef napoléonien. Top chef napoléonien. Carrément. Bah oui. Allez, justement, on poursuit avec vous. Florian, tu vois, oui. Vous avez décidé de revenir sur l'origine de certains mets que l'on consomme régulièrement. Mais c'est ça, tout à fait, des petites histoires sympas. Donc, chers amis, on va plus ou moins jouer ensemble, plus ou moins, parce que bon, je vais tenter de vous faire deviner des mets que nous consommons tous les jours. Alors, je raconte l'histoire, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez pour faire une proposition, par exemple, du plat, mais c'est plutôt facile. Vous allez voir, ça va aller très vite. Vous avez peur? Non. Ouais, mais non, vous allez voir. Le cuisinier, il est là-bas, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que je puisse terminer l'histoire, même si vous trouvez la réponse. Voilà. Alors, elle doit son nom à une histoire royale. En 1889, la reine d'Italie et son époux Umberto partent en voyage et croisent des paysans tenant à la main un pain rond et plat, plié en deux, donc ils tiennent à la main. Donc déjà, un petit doute? Tacos. Non. En Italie. La pizza. Non, mais pourquoi pas? C'est jamais. La pizza, non? Alors, ouais. Ça peut être habile. Alors,
Alors cette histoire, en tout cas, de pain plat grand et rond, ça l'intriguait à la reine. Hein. Alors il faut imaginer par exemple Marina Rebaldi en reine. On l'imagine bien. Voilà, on l'imagine bien. Elle descendit de son carrosse et demanda à un paysan de goûter ce pain, coco d'ami un pezzo. Et là, explosion. Ça, c'est bien moi. Mais oui. Tu le menaces, toi, hein, si tu ne le donnes pas. Donc là, explosion gustative, elle craque, elle demande qu'on monte une tente, un feu, on sort les guitares, les bouteilles, elle embrasse à pleine bouche le paysan, ah oui, et elle dit c'est fantastique, et elle repart chez elle avec la recette de ce pain des pauvres, comme il était appelé. Donc. Bon, du coup, notre Marina est un peu mal vue de son entourage. Quoi, comment? Elle mange la nourriture des pauvres, mais qu'est-ce qui lui prend et tout? Mais elle est déterminée. Elle convoque son cuisinier, Raphaël Esposito, afin que ce dernier applique la recette d'une pâte cuite au four. Mais le chef rajouta des tomates, de la mozzarella et du basilic afin de représenter les couleurs du drapeau italien. Le chef baptisa ce plat à Marguerite, nom de la reine d'Italie. Bravo. Bon, c'était simple, hein. Bon, on continue, ça va, ça vous plaît l'histoire, Philippe, raconter comme ça? Ah, d'accord. Oui, mais tout est vrai. Puis on prend tout est vrai. Marina, c'est bien. On se voit après, Florian? Vous seriez pas mal dans le rôle d'une reine. Tu te rattrapes. Ah. Allez, on continue. Alors, la légende voudrait que pour ce prochain plat, qui est né en 1762, un certain Sir John Montagu, 4e comte de... Du coup, je peux pas le dire, sinon on va trouver de suite le mais. Alors, en tout cas, notre ami était plutôt joueur. Un joueur de cartes qui avait ses habitudes dans une petite ville du Kent. Sandwich, non? Mais oui. J'ai l'impression d'être présentateur de questions pour un champion. Tu me vois, tu me vois pas. C'est ça. Alors oui, c'est exactement ça. Donc c'était un joueur de cartes et il était tellement pris par le jeu qu'il exigea qu'on lui apporte un petit encas pendant les parties. Donc 2 tranches de pain garnies, de viande crue avec du fromage. Donc c'était ça à peu près, permettant ainsi de jouer et de grignoter, mais surtout sans se tacher, enfin sans avoir de l'huile sur les mains et du coup d'emplâtrer les cartes, quoi. Donc l'histoire, donc ça c'est l'histoire qu'on aime bien raconter. Alors après il y a l'histoire la plus probable, est que le comte Sandwich travaillait tellement qu'il ne quittait jamais son bureau et consommait ce qu'on appela le sandwich, 2 tranches de pain avec quelque chose à l'intérieur. Bravo. On continue. Merci. Alors si vous regardez l'image qui va être diffusée, vous pensez à quoi? Oula. Au kebab. C'est un drapeau, on est d'accord. Bon, c'est le drapeau turc. Oui. Voilà. Donc, l'histoire a commencé à Vienne en 1683, où les Turcs envahissent la capitale autrichienne. En fait, bravo. Oh, bravo. Bravo, oh, bravo. C'est ça. En fait, les Turcs avaient du mal à entrer dans la ville, pour la petite histoire, et ils creusèrent des tunnels pour essayer de rentrer dans la ville, mais en dessous. Et ce qu'il y a, c'est que les boulangers, la nuit, ne dorment pas, ils travaillent, et là, ils entendent les coups de pioche. Du coup, ils donnent l'alerte. Et ils arrivent à repousser donc l'attaque des Turcs. Donc pour fêter ça, les boulangers ont décidé de représenter, je dirais, le logo du drapeau, la forme d'un croissant. Donc c'est devenu le croissant. Alors on pourrait croire que c'est né à Paris, mais pas du tout. C'est né à Vienne et ça donne les viennoiseries, bien sûr. Oh, eh oui. Allez, une petite dernière, vraiment alors, vite. Très rapide. Est-ce que vous connaissez le dessert le plus mystérieux? Oula. La tarte tatin. Oh, ouais, voilà. Allez, on termine très vite avec l'histoire de cette tarte. Une sœur Tatin tenait une brasserie à la fin du 19e siècle dans le Loir-et-Cher. Et cette thème ne cautionne pas du tout. Tu vas me tuer tout à l'heure. Servait les meilleures tartes aux pommes de la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont renversé un soir la tarte aux pommes. Elles l'ont remise dans le four pour pas gaspiller. Elles l'ont quand même servi. Hein, et puis ça a donné la tarte tatin qu'on adore. Tout simplement. Je vous en prie. Beaucoup pour cette chute. Elle a un petit peu de sérieux, quoique c'est vendredi et le vendredi, elle fait son petit récap de la semaine. Alors, elle a fait preuve de beaucoup de philosophie pour gérer bien les péripéties du quotidien. Allez, on découvre tout de suite les aventures de Dave qui sont forcément décalées. Bonjour Dave. Salut Célia, salut à tous, me voilà en cuisine ce vendredi. Puis elle est fumigée. Les péripéties, hein, on a des effets spéciaux, c'est assez fantastique. Gros budget. Courage. Gros budget, effets spéciaux. Alors, une émission qui coûte très cher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de faire appel à la philosophie pour nous aider à mieux vivre les coups durs du quotidien. Parce que l'existence n'est pas de tout repos et que l'adversité frappe souvent à notre porte, mieux vaut être un bon philosophe pour ne pas trop ruminer. Lundi,
Lundi, votre moitié en a marre de vous, Célia, et décide donc de vous quitter. Cri de panique. Vous ne pensez pas que les philosophes ont souffert bien avant vous, Célia? Face à quelqu'un qui souhaite prendre le large, nous pourrons nous rappeler que Socrate disait « Marie-toi, si tu es heureux en mariage, tant mieux pour toi. Si tu es malheureux, tu deviendras philosophe. » Mardi, je décide donc de devenir philosophe. En plus, ça tombe bien, car je n'arrive pas à monter cette étagère en kit achetée dans la Silicon Valley ajaxienne. Je veux parler bien sûr de Sarah la Carcopine. Que dit la philosophie donc face à mon désarroi? La vertu se ferait un chemin au travers des adversités. C'est Euripide, un mélancolique, je crois, qui aimait bien la tragédie. Face au réel qui me résiste, face à cette étagère qui me toise, moi je deviens un être qui développe des qualités morales. Mercredi. Mercredi, il pleut. Comme depuis 3 mois, en somme. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mercredi, j'en ai marre de la pluie et je me jure de ne plus jamais me plaindre de la chaleur, de la canicule et du soleil d'août qui brûle ma peau trop blanche sur la plage de Mariné, là, entre 2 parasols de touristes trop collés. C'est rageant, ça, les touristes qui viennent déposer leurs serviettes à 2 cm de la tienne. Heureusement, la sagesse vient à notre secours et nous murmure à l'oreille. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Grâce à Épicure, nous apprenons donc à partager et je me contente largement du centimètre qui me sépare du vacancier allongé à côté de moi. Jeudi, c'était hier et je me réjouis d'un article à propos de la hausse du prix du tabac, avec des effets positifs déjà constatés sur la consommation des fumeurs. Certes, on peut se réjouir de la baisse de la consommation de cigarettes, mais moi, malgré le prix toujours à la hausse, j'ai quand même envie de m'en griller une. Que disent les penseurs Célia Pétrogne face à l'addiction? Réponse vendredi. Et vendredi, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai trouvé aucun soulagement philosophique pour atténuer les souffrances de l'addiction. Et les penseurs se proposent plutôt de combattre l'ennui. Je convoquerai le marquis mathématicien Nicolas de Condorcet pour refermer cette chronique. Dans Conseil à sa fille en 1794, il écrivait « Rien n'est plus nécessaire à ton bonheur que de t'assurer des moyens dépendants de toi seul pour remplir le vide du temps, écarter l'ennui, calmer les inquiétudes, te distraire d'un sentiment pénible. Ces moyens, l'exercice des arts, le travail de l'esprit, peuvent seuls te les donner. Songe de bonne heure à en acquérir l'habitude. » Merci Célia. Joli. Merci à tous. Joli. Sans parler des effets spéciaux. Hein, d'ailleurs, on va faire un point pour qu'on comprenne. Allez, on a dépassé le budget. Elle est dans la brume, notre table. On y est presque. Je prends la place de Davia. Allez, là, je suis là. On a pratiquement terminé. Hein. Côté four, on a déjà sorti les cuisses. Les petits légumes, il me semble. Les cuisses, les poulets. Allez, on les montre. La reine. Donc voilà, le sort, on va les mettre dans du jus de cuisson là, qui a été, en fait, celui-ci, c'est un jus, c'est celui-là, mais réduit. Réduit, donc, voilà. Complètement réduit, puisqu'il faut plus de temps, bien sûr. Avec un peu plus de temps. OK. Les petits légumes sont prêts. Alors, les petits légumes tournés, donc carottes, panais, les petits oignons grelots et les champignons. Fait par Jean-Louis, n'est-ce pas? Ils sont Au là. démarrage, c'est ça. Donc, c'est un peu d'eau, du beurre, du sucre, et on fait cuire ça doucement. Hein. Parfait. Donc, ça donne ce résultat-là. Et là, maintenant, on ne va pas tarder. Donc, là, j'ai mis les écrevisses. Oui, on voit bien la couleur. Hein, à pocher. Ça sera décoratif. Ça, c'est pour la décoration. Donc, je les ai piqués. Donc, avec un petit pic en bois pour garder. Je vous assure, personne n'a souffert sur le plateau. Non, les écrevisses, pas du tout. Non, tout va bien, tout va bien. Elles étaient mortes au départ. Donc, à ce moment-là, ça, c'est juste pour qu'elles soient. Donc, ça ne s'est pas passé sur le plateau. Pour qu'elles aient cette forme-là, pour qu'elles aient vraiment une forme sympathique au dressage. Donc, c'est bien pour ça qu'on a mis ça. Elles sont élégantes. Bien sûr. Voilà. Et puis on va procéder au dressage. Oui, là j'ai poché. Donc, encore ça, juste ça. Ça, il va falloir décortiquer, c'est Jean-Louis qui va le faire. Jean-Louis, je suis ta voix. Si vous êtes d'accord, Marina, pendant que vous décortiquez tout ça, on va poursuivre avec Mathé. Mais bien sûr. Allez, il y a énormément de rumeurs concernant l'histoire de Napoléon et Mathé a donc décidé de tester les connaissances de nos invités à travers un quiz vrai ou faux, les rumeurs sur Napo. Réponse tout de suite après le jingle. Jingle. Bon, allez, c'est pas grave. C'est bon. Allez, posto che noi siamo in compagnia di nostri invitati, abbiamo da giocare un po'. Nanta Napolio, alors je vais vous poser quelques questions, vous allez me répondre par vrai ou faux. Allez, c'est parti. A vostro avviso, a pare vostro, Nicolas Sarkozy era più grande che Napoléon. Alors,
Avec ou sans les talonnettes? Sans, pieds nus. Pieds nus. La taille estimée de Napoléon, c'est entre 1,68 et 1,69. Mais j'ignore celle du président Nicolas Sarkozy. À votre avis? Alors je dirais de toute façon Napoléon est plus grand. Napoléon est plus grand. De 2 cm. De 2 cm. Et Napoléon est plus haut, mais il est plus grand aussi, comme il le disait si bien. Joli. Deuxième question, allez. L'imperatore non sentia mica uso ribata. Uso d'autori, on a anquid ou sentitu ou batigori di Napoléon. Est-ce que c'est vrai qu'il ressentait aucun battement de cœur? Je pense qu'au sens figuré, c'est vrai. Vrai. Voilà. Maintenant, son cœur, son vrai cœur, je ne sais pas, mais au sens figuré, on lui a reproché son manque de cœur, justement. Au sens propre aussi. Hein. À Napoléon, il piaceva il gratin di zucchini, raffolait le gratin de courgettes. Vrai ou faux? Ça, je ne sais pas. Je dirais vrai, moi. J'avoue. Je sais pour les aubergines, mais les courgettes... Ça n'a pas été retenu, hein, J'en ai pas vu, moi, dans le livre de cuisine. N'importe quoi. Quando Napoléon lidia un livre con gli piaceva mica, ou bruciaia. Il brûlait le livre qu'il n'aimait pas. Ça m'étonnerait. Même de tout le monde, il prenait les livres. C'est pas lui qui a fait ça. Hein? Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, Napoléon brûlait les livres tous les livres qu'il n'aimait pas. Je me demande si Hitler ne le faisait pas. Oui, ça c'est sûr que oui. Ça c'est sûr, mais Napoléon le faisait aussi. Et j'ai vu ça dans les mémoires de Constant, son valet. D'accord. Alors... Constant. Eh oui. Constant l'a dit. Napoléon sapia mica rasa. S'il ne savait pas se raser, c'est son valet qui le faisait à sa place. Alors, sans doute, puisque c'est un empereur, il se fait raser par son valet, mais avant d'être empereur, il était un simple Ajaxien pubère. Et c'est à ce moment-là qu'il a appris à se raser tout seul comme tout le monde. Et c'est vrai, bien joué. Il n'avait pas la tondeuse. Bien joué, imparato rasasi assai tardi e I primi volti uso zero chi rasaia. Allez, on en fait une dernière. Oui. Hein? Laquelle on va choisir? Allez, Napoléon avait un difetto. Il avait un tic nerveux qui consistait à relever brusquement l'épaule. Non, c'est pas lui, ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pas le premier qu'on a cité. C'est vrai. Au tout début. Là, je vous tue, là. Oui, vous êtes très difficile. Je vous sens... Ouais. Mais c'est terrible, parce qu'avec sa tête d'enfant de cœur, on ne sait pas s'il dit la vérité ou si on a envie de le... Allez, on en fait une autre ligne dernière. Alors ouais, mais il ne faut pas presser sur une défaite, quand même. Allez, la dernière. Napoléon avait sempre caldo, sudaia sempre, il avait tout le temps chaud, et il transpirait tout le temps. Vrai ou faux? Non. Faux. Il était très très sensible au froid, Napoléon. Il était très très frileux, il avait besoin d'avoir tout le temps le feu, n'importe quelle saison. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour ce quiz et ces rumeurs. Allez, on rappelle, premier concours culinaire dédié à Napoléon, ce sera vendredi prochain. Est-ce que Napoléon était gourmand? Non, gourmand, c'est pas le mot. Il mangeait pour assouvir un besoin vital, comme il faisait d'autres choses. Il mangeait, voilà. C'est beau. C'est pas un fin gourmet, il avait dédié. C'est dommage. Et pourtant, regardez cette merveille. C'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Alors, chef, les difficultés que les participants vont rencontrer lors du concours. Donc, il va falloir reproduire ce plat. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis l'époque, selon vous? Disons que les techniques ont peut-être été modifiées. Bon, la base de la cuisine française reste la base. Après, il y a toujours des petites techniques qu'on revoit. Chaque chef ajoute une petite technique supplémentaire. Ah bah oui. Bon, là, notamment, les difficultés peuvent rencontrer les stagiaires, c'est que ils débutent dans la cuisine, donc ils ne peuvent pas avoir en tête et donc maîtriser toutes les techniques. Donc il va bien falloir qu'ils suivent les fiches techniques pour pouvoir réaliser ce plat en n'oubliant rien. D'accord. Alors avant de passer à la dégustation, si vous êtes d'accord, un petit mot sur la conférence. Oui, vendredi prochain à 15h dans les locaux de l'Office de tourisme. Justement, c'est dont on parlait tout à l'heure. On va présenter les évolutions de la gastronomie pendant la période napoléonienne. Lui-même n'étant pas un fin gourmet, mais il y a eu quand même énormément d'évolutions, des inventions pour la cuisine pendant les campagnes militaires. Et après, les fines bouches de l'Empire et les recettes qui sont restées. Donc ça, c'est une conférence ouverte au public? Oui. Oui, tout à fait. Au grand public, le début du concours reste un vase clos. À l'inverse du concours, qui lui est à huis clos. Est à huis clos, mais après l'après-midi, c'est ouvert au grand public. Alors comment on va les départager?
Alors, déjà, il y a 3 jurys différents. On a à la fois quand même les chefs formateurs qui vont être là pour noter tout ce qui est hygiène dans la partie cuisine. On va avoir après des dégustateurs qui vont donc du coup noter les saveurs, la présentation du plat, la température, etc. Moi, je veux bien me sacrifier. Allez, alors, il faut déguster. Se lancer. Allez, on y va. Les critères. Allez, Marina, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Chef, déjà, je salue la qualité du travail et la beauté de ce plat. Bravo Jean-François, bravo Jean-Louis, qui nous a beaucoup aidés. Mais vous n'allez pas participer. Et après, dans les juges, il y a quand même Monsieur Royer qui sera là, qui va aussi donner... Royer, le chef. Bisous, bisous. J'adore. Alors on peut se lancer ? Oui, bien sûr qu'on peut se lancer. En tout cas, on vous félicite pour l'exécution magnifique de ce plat, donc qui sera au concours, le premier concours culinaire dédié à la gastronomie napoléonienne. Ce sera vendredi prochain. Nous, on va continuer l'émission. Allez-y, parce que tout le monde a... Oui, moi, c'est pas tout. Si vous voulez nous prêter... Allez, hop, j'y vais. On va parler à 13h de la façon d'améliorer l'accompagnement des cadres qui sont demandeurs d'emploi en région. On va en parler avec Jean-Marie Marcage, il est directeur des opérations Pôle emploi Corse. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léogne. Allez, on termine sur cette dégustation. Et le verdict. Et le verdict. Philippe, petite répétition générale la avant le concours. La sauce est parfaite, il y a un équilibre, l'écrémie c'est vraiment nécessaire. Et elle n'a pas souffert, il faut le souligner. Pas du tout, elle va bien. On vient d'avoir un coup de fil, elle va bien. Elle va bien. Alors, j'ai entendu un petit perroquet. Les garçons, vous voulez goûter? Célia, tu goûtes? Ah bah oui. Bon, ouais. Ah bah oui, je l'ai mérité. Ah bah allez-y. Ah oui. Qui le patron? C'est ça. On regarde un peu l'ail magnifique. L'ail confit. L'ail confit.